On est prêt. Donc merci Florence d'avoir accepté d'intervenir. C'est vrai qu'on a traversé la rue, littéralement pour le coup. C'est ce que tu as fait. Pour pouvoir bosser. Voilà, c'est ça. Donc psychologue clinicienne effectuée en psychologie et du travail avec le centre de l'investigation clinique dont Régis est responsable sur l'esthétique et le progrès. Et nous allons parler cette fois-ci des résultats du livre qui a été mené à l'INCa en lien avec l'alimentation artificielle chez les patients en soins. Oui. Bonjour à tous. Avec ton micro. Ah, il est pas venu. Bonjour à tous. Merci à l'espace de réflexion éthique de me permettre de présenter ces résultats aujourd'hui. Finalement, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail précis des résultats, même si je vais peut-être me pencher un peu plus sur les résultats de l'analyse qualitative. Mais c'est vraiment cette étude qui s'appelle l'INCa et une étude un petit peu type de ce qu'on peut faire avec la méthodologie mixte, c'est-à-dire quantitative et qualitative. Je vais revenir dessus. Donc du coup, cette étude à l'INCa, cette étude est un essai prospectif, multicentrique, contrôlé, randomisé, qui cherchait à évaluer l'efficacité de la nutrition parentérale sur la qualité de vie et sur la survie globale des patients en phase palliative de cancer. Alors, faire de la recherche mixte dans le milieu médical et spécifiquement en soins palliatifs et en cancérologie, c'est vraiment pas aisé. C'est vraiment un défi qu'il s'agit de relever aujourd'hui. Les soins palliatifs, c'est un terrain de recherche qui est relativement complexe, où finalement on peut se demander comment appréhender les situations complexes, singulières, qui sont issues des avancées de la médecine, et qui peuvent maintenir en vie des personnes qui ne guériront pas. Comment appréhender la question de la vulnérabilité de ces personnes? Comment approcher la fin de vie dans sa dimension holistique et systémique? Et comment finalement mobiliser les malades eux-mêmes lorsqu'ils sont en fin de vie autour des questions de recherche? C'est un défi qui est compliqué mais qui semble important à relever pour comprendre justement le vécu de ces patients, de leurs proches, des soignants, dans ce contexte particulier, pour contribuer à la production de connaissances, à l'acculturation des professionnels de santé et des citoyens aux questions de fin de vie, pour contribuer à la rationalité des soins palliatifs, et aussi pour contribuer au processus de disciplinarisation des soins palliatifs. Alors on connaît bien les outils quantitatifs de l'épidémiologie avec les essais contrôlés, les essais randomisés, qui sont bien décrits dans la littérature, mais qui ne permettent pas toujours de répondre aux questions qu'on se pose, et notamment les questions qui sont soulevées face à cette population qui est vulnérable, la population des patients en fin de vie. Comment adapter ces méthodes? Quelle méthodologie utiliser? Comment s'inscrire finalement dans les démarches classiques de la recherche clinique? Alors pour faire bref, au CHU de Besançon, en 2006, s'est constituée sous l'impulsion de Régis Aubry l'équipe interdisciplinaire de recherche éthique et progrès médical, dont les missions sont de questionner les enjeux éthiques soulevés par les progrès de la science et l'organisation du prendre soin, de décrire les situations dans leur complexité, afin de les comprendre, les expliquer, y répondre ou les prévenir autant que possible, et d'identifier l'ampleur et la nature de ces phénomènes qui échappent encore pour beaucoup à l'analyse. Pourquoi inscrire sa recherche dans une perspective interdisciplinaire? Alors on en parlait tout à l'heure, l'interdisciplinarité c'est vraiment la pierre angulaire de la recherche en éthique. Elle est finalement tout indiquée quand les objets d'étude sont complexes. La nature est conçue comme un système dynamique, irréductible à une seule dimension, et l'accumulation des savoirs et le croisement des regards, les interactions entre les phénomènes, qui caractérisent finalement de façon indéniable les objets de la recherche. La complexité est devenue une valeur intrinsèque de la connaissance et de la recherche en général. En fait, on va sortir de notre discipline propre pour rechercher d'autres éléments de problématisation, d'explication, ou parce que les outils théoriques, théoriques et méthodologiques semblent restreindre notre raisonnement.
il nous semble indispensable d'ouvrir les perspectives de la recherche, d'étoffer les moyens d'y répondre et d'aiguiser son sens critique. Alors pour rentrer justement dans le vif du sujet et pour illustrer tout cela, donc l'étude à l'INCa s'est déroulée, dont le promoteur est le CHU de Besançon. Les investigateurs principaux sont Régis Aubry à Besançon et Carole Bleuc à l'Institut Curie à Paris. Cette étude s'est déroulée dans 13 centres français. Les critères d'inclusion et les critères d'exclusion, je vais peut-être les passer brièvement, mais pour rester sur les critères d'inclusion, on a inclus des patients majeurs, donc adultes, atteints d'un cancer en phase avancée, porteurs d'une voie veineuse centrale fonctionnelle, présentant un tube digestif fonctionnel qui était capable de s'exprimer aisément en français et de répondre à des questionnaires et à des entretiens semi-dirigés. C'est des patients qui étaient dénutris, donc avec, s'ils avaient moins de 70 ans, il fallait que l'IMC soit inférieur à 18,5 et si ils étaient plus âgés, il fallait que l'IMC soit inférieur à 21, ou alors que la perte de poids corresponde à 2% en une semaine, 5% en un mois ou 10% en 6 mois. Alors, l'étude quantitative, la méthodologie était la suivante, c'est une étude prospective, multicentrique, contrôlée, randomisée, selon la randomisation de Zelen. Randomisation de Zelen, c'est finalement une randomisation où on randomise, c'est-à-dire qu'on tire au sort le patient dans un des deux bras, soit le bras nutrition parentérale, soit le bras nutrition orale, et on le randomisait, c'est-à-dire qu'on le tirait au sort dans l'un des deux bras avant de demander son consentement. Le design de l'étude, donc le bras expérimental, c'était le bras nutrition parentérale, et le bras standard, c'est l'alimentation orale exclusive. Ces patients étaient suivis une fois par mois jusqu'au décès, au moins. Les critères de jugement. Le critère de jugement principal, c'est la survie sans détérioration de la qualité de vie relative à la santé. 3 dimensions du questionnaire QLQ-C15-PAL qui était passé aux patients exploraient notamment la qualité de vie globale, le fonctionnement physique et la fatigue. Concernant les critères de jugement secondaire, il y avait toutes les autres dimensions du QLQ-C15-PAL, je ne vais pas revenir vraiment dans les détails, la survie globale, les événements indésirables et tout ce qui concernait les paramètres nutritionnels. Donc comme je vous le disais, dans l'étude quantitative, les patients étaient randomisés, donc randomisation de Zelen, et donc ils étaient randomisés soit dans le bras nutrition parentérale, soit dans le bras prise orale, et s'il y avait une dégradation du patient avant le consentement, il était retiré de façon précoce de l'étude. L'étude qualitative, donc l'étude ancillaire qui s'est déroulée en parallèle justement de l'étude quantitative, l'étude principale, c'est une recherche explorant chez ces patients, donc chez les patients atteints de cancer, leur entourage et leurs médecins, les éléments qui allaient motiver l'acceptation ou le refus de l'introduction d'une nutrition parentérale. Donc dans cette étude, on s'est vraiment focalisé sur les patients qui étaient randomisés dans le bras nutrition parentérale, ainsi que les éléments qui pouvaient participer motivant la participation à une recherche. Donc 2 contextes dans le titre de cette étude qualitative, explorer les motifs d'acceptation ou de refus de participer à une recherche et explorer les motifs d'acceptation ou de refus d'avoir cette nutrition parentérale, puisque les patients, après avoir été randomisés, donc avaient le consentement pour lesquels on leur proposait l'étude et ils avaient le droit bien entendu de refuser ou d'accepter de rentrer dans l'étude et d'accepter de refuser la nutrition parentérale. Concernant la participation à une recherche sur la nutrition parentérale, la participation à une étude sur la nutrition parentérale chez les patients. La conduite d'essai randomisée en situation de fin de vie, on l'a dit, représente un défi qu'il s'agit de relever dans le respect du patient au plus près de ses préoccupations. La littérature nous montre aujourd'hui que les patients sont globalement enclins à participer aux recherches, mais ce qui freine leur participation, c'est bien souvent le design de l'étude.
c'est-à-dire le lourdeur. La lourdeur de l'étude, est-ce que ça les oblige à revenir à l'hôpital? Est-ce que, en dehors de leurs soins habituels, il y a des choses à faire qui sont plus encombrantes, plus contraignantes, etc. Donc, il nous a semblé important de comprendre les préoccupations des patients, les conditions de participation qui peuvent leur sembler acceptables, afin de déterminer les méthodologies appropriées, réalistes, faisables pour cette population en fin de vie. Donc ça, chez les patients. On a aussi exploré la participation, enfin les motifs pour les médecins de faire rentrer un patient dans une étude. Ce sont les médecins qui incluent les patients, on le sait bien, dans les études médicales, et on dépend finalement d'eux pour les inclusions et pour qu'on puisse mener ces études. Donc l'inclusion des patients dépend de ces investigateurs médecins. On a pu observer dans d'autres études que bien souvent il y a des patients qui répondent aux critères d'inclusion et pourtant ils ne sont pas inclus par les médecins. Pourquoi? C'est ce qu'on a cherché à savoir. Donc on a cherché justement à explorer les éléments qui motivaient l'exclusion par les investigateurs de certains patients pouvant être éligibles selon les critères d'inclusion. Est-ce que finalement ces médecins avaient un avis déjà a priori sur la nutrition parentérale? Est-ce qu'ils considéraient peut-être qu'ils allaient faire des pertes des chances à ces patients et donc du coup ils souhaitaient ne pas prendre le risque qu'ils soient randomisés dans un drap plutôt que dans un autre, etc. Enfin, ou alors est-ce que finalement ils n'avaient pas envie de proposer l'étude aux patients parce que ça allait peut-être être quelque chose de supplémentaire pour celui-ci puis qu'ils n'avaient pas envie d'embêter. Enfin voilà, on s'est questionné justement autour de ces motifs de non-inclusion de patients qui sont pourtant éligibles. Donc deux problématiques dans ce premier contexte, le contexte justement de protocole de recherche. Chez les médecins, quels sont les motifs de non-inclusion de patients qui répondaient aux critères d'inclusion? Et chez les patients, quels sont les motifs d'acceptation ou de refus de participer à une étude? Premier contexte. Deuxième contexte, on l'a dit, de cette étude qualitative, c'est justement la prescription de la nutrition parentérale et les motifs d'acceptation et de refus. Les patients en phase palliative de cancer sont bien souvent extrêmement affaiblis et peuvent parfois être dans un état de dénutrition. Et les médecins, face à cette perte de poids, prescrivaient très souvent une nutrition parentérale. La nutrition parentérale permet d'apporter tous les nutriments nécessaires à l'organisme, mais elle est contraignante et risquée. La prescription médicale et la mise en œuvre d'une nutrition artificielle à ce stade de la maladie semblent moins guidées par des raisons scientifiques que par des éléments subjectifs du côté du soignant pour répondre souvent à l'angoisse du patient, entre autres. Alors on sait que l'acte de nourrir, c'est vraiment c'est la nutrition parentérale, mais de façon plus générale, c'est l'alimentation et tout ce que ça vient, toutes les représentations qui viennent s'entrechoquer dedans. Finalement, l'acte de nourrir vient fantasmatiquement contrer le processus de mort. C'est un signe, le fait d'offrir à manger, c'est un signe de paix et d'acceptation de l'autre. C'est fondamentalement lié à la symbolique de la fonction de nourrir, à la peur très ancrée de mourir de faim, à la perte de son corps. C'est aussi un acte symbolique et social puisqu'il s'inscrit dans une famille et permet de forger des liens avec l'identité collective. Donc dans ce deuxième contexte, qui est l'acceptation ou le refus de la nutrition parentérale, il y a deux problématiques. Quelles sont les représentations subjectives des patients et des proches vis-à-vis de l'alimentation lors de la proposition d'instauration de la nutrition parentérale? Et qu'est-ce qui va motiver l'acceptation ou le refus de la nutrition parentérale? Donc l'étude ancillaire, donc l'étude qualitative, donc sélection des patients éligibles. On avait à droite la randomisation des patients où ils sont randomisés soit dans le bras nutrition parentérale, soit dans le bras présoral. Pour répondre au premier contexte, c'est-à-dire l'acceptation de participer à une recherche, chez les médecins, on leur proposait de remplir un questionnaire, un auto-questionnaire qui analysait les motifs de non-inclusion de patients pourtant éligibles. C'est-à-dire, vous pensez à un patient qui pourrait rentrer dans l'étude, vous ne l'incluez pas, est-ce que vous pouvez remplir ce questionnaire pour expliquer les motifs de non-inclusion? Dans le bras nutrition parentérale, exclusivement, on rencontrait ces patients et on les interrogeait, ainsi que leurs proches,
qu'ils aient accepté ou qu'ils aient refusé la nutrition parentérale. Bien entendu, en amont, il fallait qu'ils aient accepté de rentrer dans cette étude ancillaire et qu'ils aient accepté les entretiens via un consentement éclairé, note d'information et un consentement. Les résultats, je vais être assez rapide sur les résultats de l'étude quantitative, ils sont en cours de publication. Finalement, l'étude quantitative montre que pour les patients qui ont eu une nutrition parentérale, la médiane de survie est d'1 mois. Les patients qui ont eu une nutrition orale, la médiane de survie est de 2 mois. Toujours, rappelez-vous, au regard des critères du QLQ-C15-PAL, le questionnaire sur la santé globale, fonctionnement physique et la fatigue. Il faut savoir que pour les patients, ces résultats-là sont une tendance. Il n'y a pas de significativité, ça reste une tendance. Cependant, les patients qui étaient randomisés dans le bras nutrition parentérale et qui avaient une médiane de survie d'1 mois présentaient des effets, des contraintes liées à la nutrition parentérale qui étaient vraiment très importantes. En fait, cette étude principale montre qu'il n'y a pas d'avantage clinique de la nutrition parentérale pour les patients atteints de cancer avancé, ni sur la qualité de vie, ni sur la survie. C'est vraiment ce que montre cette étude quantitative principale. Les résultats de l'étude ancillaire, qualitative, au niveau des inclusions, on a identifié 20 situations dans les 12 centres. Alors, on parlait de 13 centres tout à l'heure, et finalement, c'est l'étude ancillaire. L'analyse des résultats de cette étude qualitative avec la saturation des concepts est arrivée à terme quand on avait encore 12 centres. Le 13e a été inclus plus tard, donc du coup, voilà, cette étude qualitative s'est vraiment déroulée, elle, dans 12 centres. Et sur les 20 situations qui ont été identifiées, on en a analysé 11. Alors, pourquoi 11 situations? On n'a pas pu rencontrer en fait 9 patients, parce que 3 patients sont décédés rapidement, 2 patients sont retournés en hospitalisation à domicile, un patient a refusé l'étude, et 3 patients étaient trop confus et on ne pouvait pas les rencontrer dans le cadre de l'entretien. Donc, on a dit qu'on rencontrait les patients et les proches, on a rencontré 11 patients et 6 proches. 6 proches parce que pour 5 patients, on n'a pas pu rencontrer ces proches. 3 n'avaient pas de proches présents dans le parcours de soins et 2 n'avaient aucun proche. Chez ces 11 patients, 6 ont accepté la nutrition parentérale, dont 2 avaient des proches, et 5 patients ont refusé la nutrition parentérale, dont 4 avaient des proches. Les résultats. Chez les médecins, quels sont les motifs de non-inclusion de patients qui répondent aux critères d'inclusion? Alors vous vous rappelez, c'est ce questionnaire auto-administré qui n'a pas été rempli par les investigateurs. Donc on n'a pas beaucoup de données sur ce questionnaire-là. Finalement, il n'incluait pas les patients dans l'étude, mais il ne pensait pas non plus à remplir ce questionnaire, puisque voilà, c'était pas, en tout cas, c'était pas fait. Donc on a mené quelques entretiens pour aller explorer ces raisons. Et puis, globalement, c'est je n'y pense pas. De toute façon, la question ne se posait pas pour ce patient. J'ai pas envie de lui faire perdre des chances et prendre le risque qu'il soit tiré dans le mauvais bras. Chez les patients, dans le cadre des entretiens semi-dirigés, on a exploré les motifs d'acceptation ou de refus de participer à une recherche. Alors, en lien avec l'acceptation, les gens disent plutôt « c'est normal, si cela peut faire avancer la recherche, je ne me pose pas la question, c'est le médecin qui me l'a proposé, la recherche c'est important, etc. » Donc, des questions, des réponses de type bonne forme. En lien avec le refus, les études m'importent peu, il faut que cela ne soit pas trop lourd et cela ne doit pas être une charge de plus. Et puis, il y a un lien intéressant qui est fait par les patients, c'est le lien avec le médecin. Si c'est lui qui sait ce qui est bien ou pas pour moi, je lui fais confiance. S'il me propose, alors je dois dire oui. J'accepte car une bonne relation avec lui, le médecin, est important. C'est lui qui détient le savoir. Globalement, sur cette question de l'acceptation ou de refus de participer à une recherche, il y a assez peu d'élaboration de la part des patients sur les motifs. C'est des réponses du type bonne forme. La recherche est considérée comme d'utilité publique.
Et puis, il y a cette volonté intéressante qui est celle d'être un bon patient, entre guillemets, de maintenir une bonne relation pour conserver des bons soins de la part du médecin. Prescription de la nutrition parentérale, les résultats, donc notamment au niveau des représentations subjectives, comment il se représente cette nutrition parentérale? Alors, globalement, la plupart des patients évoquent l'inquiétante étrangeté de substances qui ne peuvent être maîtrisées. L'acte de la nutrition parentérale est vécu comme angoissante. Ça ne me dérange de ne pas maîtriser ce que je vais ingérer, être lié à un film en bête, je n'ai pas envie que mon corps soit relié à ça, c'est comme un fil à la patte. Manger par la bouche, c'est-à-dire manger de façon normale, c'est caractéristique pour ces patients d'être un individu normal. En fait, cette association traduit de la perturbation du registre pulsionnel de l'oralité quand c'est plus associé à la bouche. J'ai peur de ne plus être normale si je ne mange pas normalement par la bouche. La nutrition parentérale peut être perçue comme un élément étranger au corps qui vient perforer la peau et ouvrir un passage avec l'extérieur, avec l'intérieur du sujet. J'en ai marre de tous ces fils, je ne veux pas être percée une fois de plus. Voilà. Ça me fait penser aux transfusions sanguines, ça me fait penser à la faim, ça me fait peur, je le ressens comme ça. Ce n'est pas naturel et avoir ça dans la peau me dit que je serai au bout du bout. Au moins avec ça, alors là c'est le côté peut-être positif, au moins avec ça, la nutrition parentérale, les soignants font plus attention et passent plus de temps à me soigner, c'est rassurant. Qu'est-ce qui va motiver l'acceptation ou le refus de la nutrition parentérale? Les patients qui ont accepté la nutrition parentérale ont globalement des pertes de repères sur le vécu de leur corps. Je ne sens plus mon corps, j'ai l'impression qu'il est différent et difforme. Un tuyau de plus ou un tuyau de moins dans mon corps, ce n'est plus important pour moi maintenant. J'ai accepté la nutrition parentérale car je n'ai plus le contrôle de mon corps. Et on l'a pu voir dans les résultats, même si on n'est pas dans des proportions énormes, mais globalement, ces patients qui ont accepté la nutrition parentérale n'ont pas de proches présents. Donc, on observe un état de régression qui se traduit par une dépendance vis-à-vis du médecin. C'est lui qui sait si la nutrition parentérale est bonne ou pas pour moi. S'il me la propose, alors je dois la prendre. Heureusement que le docteur D est là, on parle beaucoup, on est proches maintenant. Les patients qui ont refusé la nutrition parentérale, globalement, ont des limites de leur corps un peu plus nettes. Et ils revendiquent la volonté de garder une activité buccale qui est plus active. La peau, ça ne peut pas nourrir, manger, ça passe par la bouche et les dents, nourrir par la peau, non, je n'y avais pas pensé. C'est des patients pour lesquels les proches, ils ont plus de proches présents dans le parcours de soins. Donc, et qui reste justement le lien d'attachement relationnel, qui cherche à investir, qui cherche à garder. Je ne peux pas imaginer manger autrement que normalement, je veux rester normale et même si je ne mange pas beaucoup, je me force. Manger avec ma femme me permet de rester avec elle. Si je ne mange plus normalement et avec eux, je vais être seule, je dois continuer à manger normalement. Donc finalement, il y a de véritables enjeux affectifs dans la question de cette nutrition parentérale. L'accompagnement relationnel reste très important et l'étude donne des clés de communication aux soignants pour aborder la question de l'alimentation. La reprise de contact, ça permet une reprise de contact et de retisser un lien oral sublimé de communication avec l'autre nourricier représenté par le corps médical. En fait, pour discuter un petit peu de ces résultats au regard du quantitatif et du qualitatif, puisque c'est vraiment l'intérêt de cette étude avec cette méthodologie mixte. La nutrition parentérale n'apporte pas d'avantage en termes de qualité de vie et de survie. Les données quantitatives nous inviteraient finalement à ne pas réaliser de nutrition parentérale, voire de l'arrêter chez les patients pour laquelle elle est en cours. Cependant, l'approche qualitative nous montre que la nutrition parentérale revêt une valeur relationnelle importante pour ces patients qui, pour certains, n'ont pas de relation impliquée activement dans les soins. Donc finalement, dans ce contexte, il est important, il est essentiel d'accorder une attention particulière à ces patients et à leurs besoins de créer des liens. Cette étude, on l'a présentée dans les services
dans lesquels on a inclus des patients et pour lesquels les médecins étaient impliqués dans la recherche. Et finalement, on a plutôt été surpris car les cliniciens, les médecins vont dans le sens de l'analyse mixte des données qui livrent selon eux le vécu du terrain. Les conclusions permettent de dégager des recommandations très précises et une meilleure connaissance des vulnérabilités. L'union des données qualitatives et quantitatives nous montre qu'il existe une population de malades qui peut être isolée socialement, familialement, et qui a besoin d'un accompagnement renforcé et non seulement technique. Ce dialogue finalement quantitatif-qualitatif s'inscrit dans le principe de réalité, et cette mixité est assimilable à un raisonnement dialectique. La redimension du soin en tant qu'éthique est non réduite à la technique. Donc cette étude mixte, quantitative, qualitative, a fait l'objet de plusieurs communications. Comme je vous le disais, c'est vraiment été très important pour nous de faire le retour aux équipes, notamment pour entretenir la confiance qu'ils nous avaient accordée, maintenir une position rassurante sur les résultats et permettre des échanges et des discussions permanentes. 2 publications ont été faites et 3 publications sont en cours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Florence, c'était passionnant. On a un petit peu de temps pour des questions, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as montré comment la recherche pouvait venir éclairer cette part subjective qu'il y avait dans les choix complexes, notamment d'un point de vue éthique. Et surtout, il y a une part subjective non pas pour la relativiser ou pour l'invalider ou l'identifier, mais pour lui donner sa place dans un questionnement qui doit ensuite accompagner. C'est ce que montraient les praticiens, il n'y a pas des recommandations strictes, des cours de l'étude. Mais ça vient alimenter un questionnement clinique d'un point de vue éthique derrière. Et je trouvais que c'était intéressant. Et en plus, alors c'est un peu anecdotique, mais on retrouve aussi dans la réflexion que vous avez eue sur pourquoi est-ce que les patients acceptent ou pas de participer à des études, ce lien entre recherche en éthique et éthique de la recherche, dont on avait déjà discuté en 2017, il y a 2 ans, avec Aurélie Chopard. Si vous êtes des fidèles de rencontre, une étude sur si je ne me trompe pas, sur la question des demandes de suicide assisté chez les personnes âgées, ou d'euthanasie. Et suicide assisté ou pas? Oui. Et il y avait ce problème qui, dans les entretiens, pouvait émerger des choses aussi difficiles pour les personnes âgées. Et le fait de faire de la recherche en éthique sur des sujets aussi sensibles nous amène en retour à nous poser des questions sur l'éthique de notre recherche. Et c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Il y a quand même cette idée dans la façon dont les méthodologies mixtes ont été présentées, donc tu les as présentées, que cette recherche a vraiment une fonction pour participer à consolider, un peu mieux structurer et puis améliorer la qualité des questionnements cliniques sur le terrain. Je trouve que le lien est assez évident là-dessus. Oui. En fait, voilà, l'étude qualitative ne permet pas de dire la nutrition parentérale c'est bien ou pas bien, même si l'étude principale va dans le sens que finalement pour cette catégorie de patients, il faudrait ne pas l'instaurer puisqu'elle n'est pas bénéfique ni en termes de survie ni en termes de qualité de vie. Mais l'étude qualitative permet d'apporter un éclairage et finalement d'inciter à communiquer autour de cette alimentation. Chez certains patients, elle est bénéfique du côté de la relation et pour d'autres, finalement, non, ils la refusent parce qu'ils souhaitent conserver ce qu'ils identifient comme le lien à l'autre. Mais elle a comme utilité vraiment d'aider à communiquer, enfin essayer de donner des apports en termes de clés, de communication autour de cette question-là pour les soignants. C'est juste un petit mot pour dire que ce travail illustre quand même bien les difficultés de la recherche au moment où les questions éthiques sont parfois prégnantes, comme la fin de vie. C'est-à-dire qu'on a à la fois une population vulnérable, comme tu l'as dit, pour laquelle il peut se poser la question de la place de la recherche à ce moment-là. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'acharnement à vouloir maîtriser quelque chose à la fin de la vie? Est-ce qu'on n'est pas en train de priver les personnes de ce qui relève plus de l'accompagnement que de la médecine? Est-ce qu'on peut faire de la recherche sur des malades épuisés aussi? Parce que c'est souvent ça. Et puis du côté des professionnels de la santé, on a ce scepticisme vis-à-vis de cette population à l'égard de la recherche.
Et puis on voit bien que, et c'était un des enjeux de ce travail de recherche, les représentations des professionnels de santé sont parfois beaucoup plus fortes qu'on ne le croit, beaucoup plus fortes que la rationalité scientifique. Et on le voit dans ce travail, dans celui-ci ou un travail annexe ou connexe, mais on voit que la rationalité scientifique est dépassée par les représentations et les peurs des professionnels de santé, qui vont être plutôt dans des logiques de l'action parfois, que dans des logiques qui conduisent à ne pas faire, puisque le choix était entre être dans une espèce d'outillage de la nutrition ou être dans une approche plutôt naturelle et respectueuse de la fin de vie. Le point de départ de cette étude-là, c'était le constat qu'on continuait, malgré les recommandations de bonne pratique, à avoir une tendance à l'instrumentation, en quelque sorte, autour de la nutrition. On a rencontré des médecins qui nous ont dit, pas forcément dans le cadre des entretiens, mais qu'ils suivaient ce patient, ils suivaient ce patient depuis très longtemps et ne pas lui proposer ou ne pas faire était compliqué pour eux. D'autres médecins ont dit finalement non, moi je ne suis pas convaincu que cette nutrition parentérale est pertinente, donc je ne veux pas lui faire perdre de chance. Mais le lien, en tout cas, entre ces médecins et le patient est assez, a beaucoup de poids dans la balance décisionnelle en fait. Est-ce que tu avais noté un lien entre le fait d'avoir une voie d'abord qui était accessible et la réalisation du geste ou pas du tout? Donc quand les patients n'ont pas de voie d'abord visée, on va dire que c'est quelque chose qui est pas fait parce qu'on a... En fait, dans les critères d'inclusion, il fallait que les patients soient porteurs de la chambre implantable en amont, justement pour rebondir aussi à ce que vous disiez, Régis, on essaye que la recherche ne vient pas provoquer un acte supplémentaire et être justement... alors dans le cadre des entretiens, on a vu que c'était tout à fait faisable, mais là, si on devait mettre une chambre implantable à ces patients pour le bien de la recherche, on ne rentrait pas du tout dans le cadre de l'éthique de la recherche, c'était vraiment... Donc un des critères, effectivement, il fallait que ces patients, il pouvait y avoir des patients qui correspondaient parfaitement aux critères d'inclusion, mais pour lesquels la chambre implantable n'était pas mise en place, donc du coup, ils ne rentraient pas dans l'étude. Donc, pour répondre à ta question... Si j'ai bien compris, merci pour cet exposé. Si j'ai bien compris, en fait, l'alimentation parentérale, merci, reste du domaine de la recherche, de l'expérimentation, ou en fait c'est un soin en tant que tel? Oui, elle est extrêmement pratiquée. Il y a beaucoup de patients qui ont déjà cette nutrition parentérale. D'accord, donc en fait, c'est pas, disons qu'elle n'est pas évaluée à titre expérimental, pas non. du tout en fait. Non, en fait, elle est chez ces patients-là, chez les patients en fin de vie, les recommandations ne vont pas dans le sens de mettre une nutrition parentérale. Et pourtant, on a pu constater que pour beaucoup de patients en fin de vie, une nutrition parentérale est instaurée. Donc, qu'est-ce qui fait que pour ces patients pour lesquels les recommandations, on ne devrait pas en mettre une, on en met une quand même? Mais non, c'est pas l'objet de l'étude, c'était pas la nutrition parentérale comme expérimentation. Oui, justement, je travaille en réanimation au CHU Dijon et justement, on a une étude par rapport à l'alimentation également qui s'appelle les critères. Et ce qui nous manque, je le remarque avec votre présentation, d'ailleurs merci, c'est tout ce côté-là qualitatif. Nous, on n'a que le quantitatif, on a deux bras. Pareil, c'est randomisé avec l'apport restreint et l'apport standard. Et en fait, justement, tout ce qui nous manque, c'est cet aspect-là, pourquoi le refus ou l'acceptation dans la recherche. Et en fait, là, pour le coup, en réanimation, on est plus expérimentation de l'alimentation en réanimation. Est-ce que c'est utile d'avoir autant de nutrition ou pas? Et on est resté sur cet aspect-là. Et du coup, forcément, l'aspect qualitatif, avec des entretiens, nous montre très bien. Parce qu'on a ces résultats-là, mais purement quantitatifs, avec des données purement cliniques, on sait si c'est utile ou pas, mais tout l'aspect, comme vous disiez, avec l'oralité, tout ça qui nous manque, ça par contre, on a tout. Donc l'intérêt de ce clinique, c'est... Merci. On peut prendre une dernière question, éventuellement. Ce qui me
me permet de réfléchir en fait sur la place de la technique comme troisième élément entre justement le problème du désir de la mort qui se révèle plus important chez les soignants finalement dans ces contextes-là que chez les patients ou les proches. Donc la technique serait un peu le moyen de pallier à ce limite ou tenterait d'être intermédiaire entre se poser les vraies questions et en même temps, paradoxalement, j'ai vécu des expériences de soins palliatifs dans des contextes beaucoup plus pauvres où l'oralité a beaucoup d'importance et pourtant peut-être moins dans la technique, donc en Inde, où la fin de l'alimentation signifiait quelque part la mort, donc on acceptait peut-être davantage aussi un excès de propositions pour une alimentation autre. Donc là, c'était des soins d'alimentation dans des contextes de cancer ORL. Donc c'est pour dire qu'on penserait que peut-être là, il y avait énormément de proches autour, pourtant, mais la relation entre alimentation et mort est tellement forte qu'il se faisait aussi ce pas de vouloir tenter de trouver quelque chose, d'accepter éventuellement quelque chose qui ne soit pas de l'ordre naturel. Oui. Donc, je crains qu'avec le discours, on rentre dans un schéma un peu trop simpliste de critique de l'alimentation parentale et d'avoir tendance à dire bon, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entourage que voilà, on va l'accepter. On va accepter de rentrer dans une évolution plus naturelle et d'accepter la mort. Et que l'expérience avec d'autres cultures, même dans des conditions plus pauvres, montre que le combat qui joue dans l'oralité, l'alimentation et la relation à la mort est tellement fort. Disons que l'étude qualitative n'a vraiment pas pour objectif de dire c'est bien pour ces patients qui ont des proches ou c'est pas utile pour les patients qui ont des proches, c'est utile pour les patients qui n'ont pas de proches. C'est vraiment pour montrer ce que vous soulignez juste avant, qui est vraiment très important, c'est que les représentations et quel lien on fait entre alimentation et la vie, ou ne plus se nourrir et finalement, manger, ça vient contrer fantasmatiquement la mort. C'est vraiment pour mettre en évidence que c'est indispensable d'en parler et que ces craintes peuvent être ressenties par tous les patients et que c'est vraiment aussi subjectif et qu'on doit adapter la prise en charge, en tout cas la prise en charge aussi dans la dimension du soin et de la relation par rapport aux patients et par rapport à ces liens avec les proches et par rapport à ces représentations autour de ça. Donc oui, vraiment, le message qui pourrait être passé, c'est vraiment pas celui de restreindre à deux catégories. D'ailleurs, on n'a pas, en termes de nombre, on a obtenu la saturation des données dans l'analyse des entretiens, mais effectivement, on voit qu'on n'est pas dans deux groupes avec beaucoup de patients. Donc c'est vraiment pas pour dire bien ou pas bien dans ce type de cas, mais vraiment pour aider, donner des clés et inciter à communiquer un peu plus autour de l'alimentation pour les patients. Finalement, pour certains, ça a du sens, qu'ils aient des proches ou pas, et pour d'autres, un peu moins. L'alimentation parentale. L'alimentation, ça n'empêchait pas d'ailleurs les patients qui avaient une alimentation parentale d'avoir une alimentation plaisir à côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre remarque. On retrouve ce qu'on disait en ouverture de la journée, à savoir que il y a un risque à faire dire aux études, notamment qualitatives, ce qu'elles ne disent pas. Elles sont contentes de décrire un état de la réalité, elles ne prescrivent pas des positions sur le plan décisionnel. Je sais ce que tu viens de dire. Oui, en fait, ça vient presque un petit peu tempérer les résultats de l'étude Princeps. Même pas. Bien, merci beaucoup. Merci.